Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Quand on grandit avec une mère fleuriste, on n'a généralement qu'une envie, faire un autre métier. Béatrice Collat n'échappe pas à la règle après le bac. Son rêve, c'est d'être ingénieure du son. Finalement, elle travaillera dans la production audio pendant 10 ans. Puis l'arrivée d'une petite fille qu'on doit scolariser et l'envie de rentrer dans le Sud pousse Béatrice à repenser son projet professionnel de façon assez radicale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Béatrice Collat avant qu'elle ne crée la start-up Evoluflore. Donc aujourd'hui dans Les Exceptionnels, nous recevons Béatrice Collat qui est la fondatrice de la start-up Evoluflore. Donc bonjour Béatrice. Bonjour Fleur. Bienvenue dans le podcast Les Exceptionnels. Donc Merci. Les Exceptionnels, c'est le podcast qui présente les femmes entrepreneurs de la région Sud qui ont la particularité d'avoir entrepris dans des métiers qu'on dit des métiers dits d'hommes. Donc tout d'abord, merci Béatrice d'avoir accepté notre invitation. De rien, Fleur, écoute, c'est vraiment avec plaisir. Et surtout, merci en fait de partager ton parcours et ton expérience et de la partager dans des circonstances qui sont un peu exceptionnelles, puisque contrairement à ce qu'on avait prévu, on ne se rencontre pas en physique, mais on fait cette interview à distance en raison des circonstances sanitaires. Donc, pour commencer cette interview, je vais simplement te demander de te présenter. Je suis Béatrice Collat, je suis la fondatrice du logiciel métier pour les artisans fleuristes Evoluflore. J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants et je vis dans le sud de la France, à Cannes-sur-Mer. Donc Béatrice, aujourd'hui tu évolues dans l'univers des fleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'environnement peut-être dans lequel tu as grandi, puis du métier que tu rêvais de faire quand tu étais jeune ? Alors, je suis fille d'horticultrice et d'artisan fleuriste, donc autant te dire que je suis tombée dans les fleurs étant petite. Et puis, comme tout enfant de fleuriste qui ne voit pas ses parents puisqu'ils travaillent 7 jours sur 7, il était hors de question pour moi de reprendre le flambeau. Donc, étant à l'époque au Conservatoire de Nice, je voulais absolument être ingénieure du son. Donc, je suis partie faire des études scientifiques, d'abord un DUG de physique, puis une licence d'électronique, pour me retrouver à l'université de Valenciennes en maîtrise de sciences et techniques d'ingénierie des systèmes de l'image et du son. Lors de ces études audiovisuelles à Valenciennes, j'ai découvert la production audiovisuelle et là, ça a été une révélation. Je voulais absolument faire de la direction de projet. Donc, je me suis retrouvée à Paris à travailler en tant qu'assistante de production en documentaire, puisque j'aime l'homme avec un grand H. Je suis quelqu'un qui adore la sociabilité, qui adore l'être humain. Donc, j'ai plus travaillé en documentaire qu'en long métrage. Et puis voilà, ça a duré quelques années. Mon mari était caméraman aussi, donc voilà, on est resté à Paris. Et quand on a eu notre petite fille, quand il a été question de l'inscrire à la maternelle à Paris, là j'ai paniqué, j'ai dit à mon mari, écoute, hors de question de rester ici, on s'est éclaté dans tous les projets sur lesquels on a travaillé, maintenant hors descend sur Nice.
Donc toi, tu étais originaire en fait du Sud Oui. et c'est peut-être pas l'arrivée de cette petite fille, mais en tout cas le fait de devoir scolariser ta fille qui fait que tu redescends sur Nice, c'est ça? Oui, on se voyait vraiment pas continuer à habiter à Paris avec la qualité de vie donc parisienne entre guillemets, hein, et une enfant au milieu qui avait peur de marcher dans la forêt et dans la nature tellement que son environnement était du béton. Voilà. On est des gens très nature et il fallait absolument qu'on redescende. Je voulais pas rester à Paris avec ma fille. Et donc, quand on travaille dans la production audio et qu'on décide de descendre, enfin de revenir vivre dans le Sud, comment ça s'envisage en termes de continuité de carrière ou non-continuité de carrière? Alors, moi je venais de terminer un film avec Emir Kusturica, qui était vraiment très intense, où je m'étais éclatée. Et quand je suis redescendue sur Nice, j'ai cherché du boulot entre Monaco et Marseille. Bon, à Paris, on était intermittents du spectacle, hein, mon mari et moi, mais on avait un sacré réseau, donc on travaillait tout le temps. Ici, il fallait tout recommencer. Il fallait recommencer le réseau. Bon, ce qu'on trouvait, c'était des propositions pour aller filmer les matchs de foot ou filmer à l'hippodrome à Cagnes-sur-Mer. Donc, j'ai préféré rester sur ce dernier projet d'Emir Kusturica sur lequel j'ai travaillé et changer complètement de métier. Il faut dire que quand j'étais sur Paris, à chaque fois qu'il y avait des fêtes de fleuristes, donc la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël, etc., je prenais l'avion, je descendais aider ma mère au magasin, comme j'ai toujours fait depuis petite, et puis je remontais quelques jours après sur Paris pour mener ma vie. Donc en 2003, à Noël, je vais aider ma mère au magasin comme chaque année. Le soir, on fait le repas de Noël à la maison, et là je lui annonce, je lui dis écoute maman, on quitte Paris. J'ai pas trouvé de boulot dans ma branche ici, mais c'est pas grave. Je me suis éclatée dans les années où j'ai travaillé en audiovisuel. Ce qu'on va faire, c'est comme tu vas pas tarder à prendre ta retraite, je te rachète le magasin, tu m'apprends à travailler, ça t'assure ta retraite, ça m'assure un boulot. Donc je lui ai balancé ça en 5 minutes. Alors évidemment, il lui est tombé les bras. Elle m'a dit t'aurais pu me faire ta crise avant. J'ai dit bah non, voilà. J'ai eu une super vie. En tout cas, une première vie professionnelle où je me suis régalée. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et voilà comment ça s'est fait. Voilà comment s'est fait la reconversion. Et donc, j'imagine, donc tu reprends le magasin de ta maman, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une transition ou est-ce que du jour au lendemain, tu te retrouves simplement aux manettes de ce magasin dans lequel tu étais de temps en temps pour les fêtes ou autres? Alors, il y a eu bien évidemment une transition puisque je n'étais pas fleuriste. Ma mère avait des employés. Je devais impérativement apprendre ce métier d'artisan fleuriste eh bien, pour ne dépendre de personne et puis pour être légitime quand je m'adressais donc à mon équipe, qui était d'ailleurs l'équipe de ma mère. Donc j'ai fait beaucoup de stages. Je suis partie me former avec des grands fleuristes de renom, avec des meilleurs ouvriers de France. J'ai tout repris depuis la base. Et pendant 1 an et demi, voilà, je partais tous les mois me former. Entre-temps, j'ai passé mon CAP de fleuriste. Évidemment, comme on changeait de vie avec mon mari, on s'est dit tant qu'à faire, autant faire le deuxième bébé, au moins ce sera fait. Du coup, j'ai passé mon CAP enceinte de quelques mois. Par contre, autant je me fiais vraiment à l'expérience de ma mère et à ma mère sur le travail en atelier, sur ce travail d'artisanat, donc le temps que je me forme. Par contre, sur toute la partie gestion, communication du magasin, j'ai tout pris en main dès le premier jour. Voilà. Dès que je suis arrivée, ma mère m'a dit écoute, ça tombe très bien, la paperasse et moi, ça fait 2, donc à partir de maintenant, c'est toi qui va t'en occuper. Et ça s'est fait comme ça. On a travaillé pendant quelques années en tandem. Moi, j'apprenais.
Elle me guidait. Et puis j'apportais autre chose au magasin, c'est-à-dire que plutôt que de rester à l'atelier tout le temps comme faisait ma mère, eh bien j'ai mis en place de la communication pour aller chercher des clients hors magasin. J'ai fait beaucoup de réseaux, je me suis beaucoup investie dans les associations de commerçants et à la Fédération du commerce et de l'artisanat niçois. Voilà, mais toujours dans une hyperactivité terrible, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas, toujours pour essayer d'améliorer le magasin, d'améliorer le chiffre d'affaires, de faire grossir l'équipe. En parallèle, j'ai fait aussi pas mal de stages de management parce que quand on fait partie d'une équipe audiovisuelle, d'une équipe de film et qu'on arrive, on manage pas tout à fait la même chose, de la même manière une entreprise artisanale. Donc j'ai appris aussi à faire ça. L'équipe a changé entre-temps, donc je me suis fait ma propre équipe au magasin et donc maintenant ça fait 17 ans que j'ai pris ce tournant et que je suis tombée vraiment amoureuse de cet artisanat fleuriste. Et donc tu parles en fait d'un fort investissement, donc il y a un binôme avec ta mère et toi, un binôme qui est complémentaire, avec, de ce que j'ai compris, l'artisan fleuriste du côté de ta mère est plutôt l'entrepreneur qui cherche à travailler le réseau et à aller chercher le client de ton côté. Oui. Quels ont été les résultats de tous ces efforts que tu as déployés et probablement aussi peut-être d'une stratégie commerciale qui pouvait apparaître innovante peut-être dans le milieu, dans l'univers des fleuristes? Bien, les résultats, c'est qu'en l'espace de 3 ans, le magasin est devenu premier magasin Interflora des Alpes-Maritimes. Donc, on a doublé le chiffre d'affaires. On a bien évidemment embauché plus de personnes puisque dans ce magasin, on est arrivé à être jusqu'à 9 entre les salariés et les apprentis, ma mère et moi. Alors, une manière innovante, non, parce que c'est une manière que normalement tout entrepreneur doit faire, c'est-à-dire communiquer sur son entreprise, faire du réseau. Par contre, c'est vrai que l'artisan fleuriste, il a tellement de boulot, il travaille tellement, c'est un travail qui est très physique, qui est très difficile. Eh bien, celui qui est dans son atelier ne va pas prendre le temps de communiquer, de mettre en place des outils pour améliorer la visibilité de son magasin. Alors, sans parler de tout ce qui est charte graphique, logo, marque, etc. Ça, on n'en entend vraiment pas parler dans le milieu des artisans fleuristes. Donc oui, je l'ai mis en place parce que j'étais persuadée qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et qu'en restant dans son magasin à travailler dans l'atelier et attendre que le client arrive, tôt ou tard, on s'effondrerait. Alors, dans ce magasin, tu mets en place un certain nombre de choses, un certain nombre de process, une nouvelle équipe, une organisation qui est certainement un peu plus structurée. Est-ce que tu rencontres à un moment un point limitant, un point bloquant ? Alors, j'ai commencé à avoir des problèmes de trésorerie. J'ai fait une erreur de gestion à la base, mais cette erreur a été rattrapée. Et malgré le fait qu'on augmente très largement le chiffre d'affaires, que l'équipe grossisse, que les clients soient contents, j'avais des problèmes de rentabilité, j'avais des problèmes de trésorerie. Donc, j'avais beaucoup de stress à gérer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2010... je pense, dû au stress et à la difficulté de ce métier-là et surtout au stress de tout le temps avoir des problèmes d'argent, je suis tombée malade. J'ai eu un cancer carabiné, donc pendant 1 an, je ne suis pas allée au magasin ou très peu et je restais à la maison pour me soigner, donc j'ai eu une chimiothérapie. Et pendant cette année de coupure, en fait, j'ai voulu vraiment prendre du recul sur ma manière de travailler, sur ma manière de vivre, parce que pour moi, ça forme un tout, c'est un équilibre à avoir entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis, tout était déséquilibré. Et je reste persuadée que c'est ce déséquilibre qui a engendré mon cancer. Donc, pendant cette période-là,
j'ai pris du recul. J'ai voulu savoir d'où venaient ces problèmes de rentabilité, malgré une bonne marge, un bon chiffre d'affaires. D'où venaient ces problèmes de trésorerie. Donc j'ai tapé à la porte de la chambre de métier et pour qu'ils m'aident, parce que toute seule je n'y arrivais pas. Avec une consultante de la chambre de métier, on a donc écrit tous les processus de travail que j'avais dans le magasin. Alors oui, j'avais amélioré l'organisation, j'avais mis des process en place, mais ça ne suffisait pas. On faisait encore beaucoup trop de choses à la main. Et en fait, en écrivant tout le quotidien en fait de l'artisan fleuriste quand il ouvre le magasin jusqu'à la fermeture, là, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, mais en fait, il me faut vraiment un ERP, il me faut un logiciel métier qui prenne en compte bien tous les besoins de mon quotidien pour gagner du temps. Donc, j'ai cherché, je fais comme tout le monde, je suis allée sur Internet, j'ai cherché logiciel métier fleuriste. Et là, je suis tombée sur une papardelle de logiciels que j'ai testés les uns après les autres. Donc, j'en ai testé 12. Et finalement, ce n'étaient que des logiciels de caisse, soi-disant spécialisés pour fleuristes, puisque ils mettaient 3 noms de fleurs, 3 noms de plantes, et ils se disaient spécialisés pour fleuristes. Mais en fait, sur les besoins au quotidien dont j'avais besoin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui existait. Donc, j'ai continué, moi, à écrire alors un espèce de cahier des charges. C'était pas tout à fait un cahier des charges, mais j'ai repris, si tu veux, des réflexes que j'avais quand je faisais mes études en électronique, c'est-à-dire faire des schémas heuristiques, donc des bulles, des flèches. Et c'est comme ça que j'ai écrit le logiciel. En discutant avec des copains qui sont entrepreneurs, ils m'ont tous dit, mais attends, lance-toi, il faut que tu le fasses toi. Donc je disais, mais attendez, je sors d'un cancer, je dois reprendre à fond au magasin, moi j'ai pas le temps, je peux pas faire ça. Donc j'ai essayé de trouver des gens qui pouvaient m'aider. J'ai d'abord proposé à tous ces logiciels de caisse que j'avais testés s'ils étaient capables de continuer à développer pour l'ensemble des fleuristes et améliorer leur logiciel pour aider notre profession. Bon, ils m'ont tous renvoyé dans mes 4 mètres en me disant, mais attendez, nous avons le meilleur logiciel qui puisse exister, vous le prenez tel qu'il est et puis on verra au fur et à mesure, mais voilà, notre métier c'est la caisse, vous, votre métier c'est fleuriste, en gros, restez à votre place. Ok, très bien. Et quand donc tu commences à penser à ce logiciel, est-ce que quand les gens te disent on peut pas vous aider, quelle est, toi, ta réaction ? Je me suis dit, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, je suis un peu une teigne, donc quand j'ai une idée derrière la tête, tant que je ne suis pas allée au bout de cette idée-là, je ne lâche pas le morceau. Donc j'essayais par tous les moyens de trouver des solutions, je rencontrais des ingénieurs, je rencontrais des informaticiens, et puis je leur parlais de mon projet, je cherchais de l'aide en fait, parce que à aucun moment je n'ai voulu lâcher le morceau. Je suis tombée sur 3-4 ingénieurs qui ont mal compris ce que je souhaitais faire et qui pensaient se faire énormément d'argent sur le dos des fleuristes, mais c'était absolument pas le but, donc j'ai lâché l'affaire avec eux. J'ai mes amis entrepreneurs qui me poussaient vraiment et qui me disaient, mais attends, tu es largement capable de le faire, tu devrais vraiment entreprendre, monter ta boîte et le faire. Donc effectivement, j'ai cherché des opportunités pour faire ça, jusqu'au jour où, lors d'une réunion réseau d'entrepreneurs, je rencontre Pierre, donc qui a été mon associé. Je lui parle du projet, donc il est ingénieur informaticien, donc il est développeur. Je lui parle de mon projet, il me dit écoute, moi je trouve ça super, je vais t'aider. Et en fait, ça a démarré comme ça. Vous avez découvert aujourd'hui le parcours de Béatrice avant Evoluflore. Dans 15 jours, Béatrice nous racontera comment la fleuriste est devenue start-upeuse, comment elle a réussi à combiner les deux fonctions et surtout, quels enseignements elle a retirés de ses expériences. Si vous avez aimé cet épisode des Exceptionnels,
Dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'histoire. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.